Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Séverin Henry de Conto et Maurice Thévenet de l'ESSEC Business School. Messieurs, venez nous rejoindre. Emmanuel Cuny, et les débats seront animés par Emmanuel Cuny. Merci, installez-vous messieurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, ce congrès national, même international, parce que beaucoup d'entre vous sont tournés effectivement vers l'extérieur, le commerce extérieur, très important. Alors, le leadership du dirigeant financier au-delà des crises, c'est vrai que on en a connu des crises et puis on croyait le Covid terminé, on croyait d'autres soucis passés et puis bon bah voilà, on a la géopolitique qui nous rattrape. Monde post-crise peut-être pas, on va voir cela à travers trois tables rondes. Et avec cette première session, en fait, dans cette société et avec les incertitudes liées au contexte géopolitique, effectivement, jamais les dirigeants d'entreprise n'ont été confrontés à une problématique de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Ça, c'est très important. Les défis sont nombreux. À la situation internationale, on ajoutera bien sûr les impératifs très coûteux qui arrivent de la transition énergétique, il y a aussi la transition numérique, la transition sociétale. Et dans ce contexte, comment attirer au mieux, donc je disais, et comment fidéliser les collaborateurs. En quoi le métier se transforme? Nous allons donc voir cela avec nos deux premiers intervenants. À ma gauche, Maurice Thévenet, qui est professeur à l'ESSEC Business School, co-directeur de la chaire ICP, ESSEC et Bien commun. Je parle sous votre contrôle, professeur, c'est bien cela. Et Séverin Henry, donc vice-président des services financiers de Conto, néobanque destinée aux indépendants et PME, présente en France, en Allemagne, en Italie, enfin, forte présence à l'international. Alors, la règle du jeu sera la même pour les différentes tables rondes. Je vais vous donner à chacun 3-4 minutes de propos liminaires pour que vous mettiez vraiment en avant l'idée principale par rapport à la thématique de cette table ronde. Et ensuite, on va débattre. On a jusqu'à 17 heures pour cela. On approfondira vos propos ensuite. Alors, Maurice Thévenet, je me tourne tout d'abord vers vous. Attirer, retenir les collaborateurs. Au-delà, bien sûr, ce sont avant tout des talents. Est-ce qu'on peut mettre les deux dans le même panier? Attirer, c'est bien. Retenir, c'est encore mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence, ne serait-ce qu'en termes de management, par exemple, entre les deux? Je crois qu'en fait, quand on parle de problématiques d'attraction et de rétention, il faut bien distinguer attirer et retenir ces deux choses différentes. Donc, attirer, c'est quoi? Attirer, c'est au sens le plus superbe ou le plus péjoratif du terme, c'est du marketing. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc il faut attirer. C'est la logique de l'appartement témoin, c'est la logique de la marque employeur, c'est la logique de ce que vous voulez, des baby-foot et de ce que vous voulez. Il faut attirer, vous attirez toujours selon la même méthode, c'est la DDV. Vous savez ce que c'est que la DDV? Alors pour celles et ceux comme moi qui ne savent pas, voilà. Non. Donc quand je pose une question comme ça, il faut répondre non. Eh ben, la DDV, c'est la danse du ventre. Sacré manager. C'est ce qu'on fait. Attirer, c'est du market, je dirais, au sens le plus beau ou le plus trivial du terme. En revanche, retenir, là, c'est une question managériale. Et là, effectivement, on sort des problématiques classiques d'essayer de déceler des attentes et d'essayer d'y répondre. Et l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est l'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces personnes-là vivent dans leur job? Et c'est ça qui doit nous tarauder. La seule chose que l'on sache, comment dirais-je, notre sujet était cadré sur les nouvelles générations. La seule chose que l'on sache sur les nouvelles générations, et on a des études nord-coréennes sur la question, c'est que dans 10 ans, ils auront 10 ans de plus. Et ça, c'est prouvé. Là, je vous dis oui. Vous avez raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui doit nous tarauder en tant que manager, en tant qu'employeur, c'est qu'est-ce que ces personnes recrutées vont bien pouvoir découvrir qu'elles n'imaginent même pas. Il me semble que le gros enjeu managérial, c'est celui-là. C'est qu'est-ce que des personnes que vous recrutez vont pouvoir vivre dans un univers, dans un contexte sociétal, sociologique qu'on connaît tous et dont on sait en quoi il n'est pas forcément favorable à une rétention. Et la question managériale, il faut bien la distinguer de la question de l'attraction.
Merci pour ce propos liminaire, merci d'avoir rempli le contrat. Alors, même question, Séverin-Henri, ce contraste entre recruter et bien conserver, on va dire, les talents, pardon du terme. On vient d'entendre la voix du chercheur, enfin du professeur. Concrètement, dans l'entreprise, comment ça se passe? Alors, il y a l'exemple Conto, bien sûr, mais en règle générale, qu'est-ce que vous conseillez dans l'entreprise? Quel est votre regard extérieur? Merci d'abord de m'accueillir. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a tendance à opposer recrutement et engagement ensuite des talents. En tout cas les entreprises, et particulièrement chez Conto, en tout cas les premiers jours, et pour beaucoup également de jeunes pousses et de start-up, le recrutement est évidemment très souvent le nerf de la guerre, et ce sur quoi les entreprises vont mettre énormément de relief, d'intensité, de focus, car c'est ça qui vraiment détermine leur succès dans les premières années. Alors c'est du marketing, pas que, et on sait très bien recruter aujourd'hui, ça a été très bien théorisé. On a plein d'outils, et puis ça se mesure très bien. C'est très facile de mesurer au quotidien pour les équipes de recrutement l'efficacité de leur processus de recrutement, le net promoter score des candidats dans le processus de recrutement, ainsi de suite. En revanche, la transition de la phase de recrutement à la phase ensuite d'être managé dans une équipe, et puis là, la motivation au travail, l'engagement et la rétention, elle est beaucoup moins claire. Alors c'est aussi assez bien théorisé. En revanche, les outils pour y arriver, ils sont pas du tout les mêmes, il y en a assez peu en fait, et les managers sont assez souvent assez démunis, surtout des néo-managers qui arrivent à devenir managers assez jeunes, parfois dans des sociétés en croissance comme Conto, et qui n'ont pas souvent les bons outils pour le faire. Et encore une fois, donc l'importance d'investir énormément dans les formations au management est clé. Il y a d'autres éléments, mais principalement, il y a à la fois ce que font les managers au quotidien, parce qu'effectivement, c'est ce qui détermine le plus ce que va vivre le salarié, et puis également ce que peut faire l'entreprise à son niveau en termes de culture, en termes de politique, de diversité, d'inclusion, d'engagement, ainsi de suite. Bien, alors Maurice Thévenet, je reviens vers vous. On a déjà, je dirais, regardé un petit peu, vous nous avez dit qu'est-ce qui distinguait les deux, entre recruter et retenir les talents. Quels sont les outils? Savoir séduire, ça passe par quoi? Évidemment le salaire. Mais plus que finalement, aujourd'hui dans la société, surtout les jeunes qui arrivent, ce sont d'autres conditions de vie, peut-être un idéal au sein même de l'entreprise qui n'existait pas forcément avant. Je parle notamment de l'engagement, peut-être sociétal, environnemental. Oui, je crois que là-dessus, on a pas mal d'enquêtes qui sont faites régulièrement. D'ailleurs, je trouve que ce que disait Camille tout à l'heure était très, très représentatif de choses qu'on entend, c'est-à-dire d'un ensemble d'attentes qui sont exprimées par des personnes qui recherchent un job ou qui envisagent leur carrière. Donc je pense que bien évidemment, une démarche de recrutement doit, comment dirais-je, donner la promesse que ces attentes seront satisfaites. Je crois qu'il y a un deuxième aspect qui est très important aussi, c'est un aspect technologique, c'est-à-dire notre manière technique d'aborder le recrutement a aussi énormément évolué. Dans le monde des ressources humaines, je veux dire, s'il y a une fonction qui a bougé les 15 dernières années, c'est bien la fonction du recrutement, tout simplement parce qu'on a tout un ensemble d'outils qui nous permettent d'être proactifs en matière de recrutement et de ne pas être simplement réactifs. C'est-à-dire pas simplement, je vais mettre une offre d'emploi quand j'aurai un poste. On peut être beaucoup plus proactif, développer un certain nombre de réseaux, utiliser tous les réseaux sociaux que l'on peut avoir pour créer des pools de candidats possibles que l'on va entretenir et puis que l'on va aller solliciter au moment où est le besoin. Donc là, il y a quelque chose, un deuxième facteur, le facteur technologique. Et puis ensuite, je crois qu'il y a un autre facteur qu'il ne faut quand même pas, comment dirais-je, négliger, qui est le facteur plus humain, plus relationnel. Autrement dit, on a toujours envie de ce que veut l'autre. Enfin, René Girard nous l'a dit il y a bien longtemps. Donc, plus on peut développer des mécanismes de réseau, de cooptation, de liens, effectivement, plus ça facilite aussi. Donc, je crois que c'est les trois domaines. En termes de management à proprement parler, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un management de proximité? Est-ce qu'il n'y a pas un profil qui doit évoluer aujourd'hui auprès que le recruteur, finalement, qui était avant, je recrute... tu prends le poste, tu prends pas, la porte est ouverte si tu veux plus. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas changé finalement? Peut-être un RH un peu moins technocrate. Oui, je dirais que la fonction RH, c'est une fonction qui s'est quand même énormément professionnalisée ces 20 ou 30 dernières années. Autrement dit, et surtout cette fonction recrutement.
Vous voyez? Donc je crois que de ce côté-là, globalement, bon, il y a toujours des erreurs, hein, on en rencontre tous les jours, mais globalement, on est plutôt quand même meilleur qu'on était il y a quelques décennies. Alors après, la question du management de proximité, elle va jouer surtout beaucoup pour la rétention. Alors c'est vrai qu'on peut se faire une idée, on rencontre quelqu'un, enfin combien de candidats avez-vous rencontré parmi vos amis, vos enfants, vos beaux-frères qui vous racontent des recrutements et la manière dont ils sont scénarisés, je veux dire, ça donne absolument pas envie d'y aller. Je veux dire, quand vous imaginez que vous arrivez parfois, vous rencontrez des personnes, vous vous apercevez très clairement qu'elles vous posent des questions idiotes parce qu'elles n'ont pas eu le temps de lire le dossier qui vous concernait. On vous fait attendre une demi-heure. Enfin, il y a quand même une manière, qui relève pas de l'art managérial, qui relève simplement de la politesse, quoi. Donc ça, c'est fini. Il faut savoir tourner la page. Non, c'est pas fini, ça existe encore. D'accord. Mais je veux dire, là, c'est bien. Là, c'est plus un problème technique, c'est un problème d'éducation des recruteurs. Ouais. Alors, c'est vrai, Henri, vous l'évoquiez tout à l'heure. La question de génération. Il y a les jeunes managers qui arrivent et puis il y a les habitudes des managers qui sont déjà installés. Est-ce que dans la manière de recruter, ça joue beaucoup, ça? Parce que les managers jeunes qui arrivent, pareil, hein, c'est un peu comme les employés, les futurs salariés, ils ont d'autres aspirations, peut-être d'autres idéaux par rapport à leur fonction. Oui, alors je pense effectivement que la donne, elle change progressivement avec la nouvelle génération. L'impression que j'en ai, et avec ma modeste carrière d'une quinzaine d'années, c'est que le rôle et les attentes envers le manager, elles ont évolué déjà pendant 15 ans. Et effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui sur le rôle du manager, qui est le premier responsable de la qualité de vie au travail de son équipe. Et c'était pas du tout le cas, moi, quand j'ai commencé à travailler. Et aujourd'hui, donc là, on a une pression, cette notion de bien-être au travail qui est quand même assez récente, qui existait moins avant, du coup, qui ajoute une charge émotionnelle, mentale, je pense, sur les managers, et pour lesquels les managers sont pas réellement accompagnés. D'autant plus que les attentes de la nouvelle génération, de ce point de vue-là, voilà, Camille en a parlé tout à l'heure, elles sont accrues, avec on va dire une distance avec le travail qui est remise peut-être un peu plus à sa juste mesure par rapport aux générations précédentes, une volonté de s'épanouir et de se développer au-delà de sa carrière et au-delà de son travail, et que le travail et l'engagement au travail soit un vecteur d'épanouissement et pas seulement un vecteur de réussite professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années encore, voire une décennie, le manager ou le recruteur, c'était quelqu'un d'assez dirigiste, et aujourd'hui on a des gens un peu plus cool, pardon du terme. Même s'il y a une fermeté nécessaire. C'est probablement un petit peu simpliste, mais si on caricature un petit peu, je pense que c'est effectivement le cas. Et justement, cet aspect plus cool, c'est extrêmement, alors je vais utiliser un mot très fort, mais un petit peu pervers, puisqu'en fait, la distance entre du coup le manager et l'équipier, cette distance, en fait, elle se floute et elle n'est pas très claire. Et en fait, ce qui est très difficile pour des jeunes managers aujourd'hui, c'est de savoir quel est le bon niveau de distance avec son équipe, quel est le bon niveau de... Est-ce que je dois être ami avec eux? Est-ce qu'il faut aller boire un coup à la sortie du travail? Et ça, c'est plus difficile aujourd'hui? C'est une nouvelle donne? C'est plus difficile aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a les attentes d'un bon manager qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et qui se sent responsable du bien-être de ses collaborateurs. Ça passe par une relation parfois d'amitié qui n'est pas celle qu'un manager doit nécessairement avoir avec son équipe. Et là-dessus, je trouve qu'on est très peu accompagné en tant que manager sur ces questions-là qui sont de plus en plus compliquées à gérer. Alors, Maurice Thévenet, réaction, je vois que vous approuvez. Moi, oui, tout à fait. Moi, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile, à mon avis, pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans les bonnes vieilles grosses organisations traditionnelles, le manager avait des protections. Il avait la protection des statuts, des règles, du vouvoiement, etc., etc. Donc ça aide. Quand vous avez une armure, ça vous protège quand même. Alors c'est bien sympa d'être cool, de se tutoyer, de dire de taper sur l'épaule, mais ça veut dire que vous vous prenez tout en pleine figure. Et ça veut dire que dans une société où le statut de l'émotion a complètement changé, dans une société où il y a quelques décennies, il fallait surtout dans le monde professionnel essayer de ne pas montrer les émotions. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'extrême inverse, d'un exhibitionnisme émotionnel. Et bien effectivement, le manager, il se prend tout en pleine figure, et en plus avec le sourire. Deuxièmement, il y a un deuxième facteur, c'est bien évidemment qu'on est dans une société où les formes traditionnelles de l'autorité ont quand même changé. Donc l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui devrait me dire ce que je dois faire, enfin ça vient d'où ça? Mais c'est un peu le monde à l'envers, en quelque sorte. Non, mais c'est simplement une phase de l'évolution de nos mœurs. Ça durera moins longtemps que les impôts. Ça repartira dans un autre sens à un moment donné. C'est à souhaiter. En revanche,
il y a un troisième facteur. Il y a un troisième facteur qui est beaucoup plus idéologique. C'est qu'on vit tous autant qu'on est ici, dans la même idée que, fondamentalement, dans nos organisations, le manager est la cause et la solution de tous les problèmes. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute du management. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose à améliorer, forcément, ça doit dépendre des managers. Et dès qu'on aborde les questions qui étaient dans la table ronde autour de la motivation, autour de l'engagement, on a l'impression que c'est forcément la responsabilité. Ça veut dire que si vous n'avez pas des collaborateurs managés, c'est forcément que vous n'avez pas dû trouver le bouton sur lequel appuyer pour qu'il le soit. Mais attendez, vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas motivables. Et que vous soyez bon manager ou pas manager, dans une société où le travail est devenu totalement second, je n'ai pas dit secondaire, on peut tout à fait imaginer ça. Mais on est pris par cette idéologie que le manager est forcément la cause et le problème de tout. Alors, c'est vrai, Henri, ça pose la question de la culture d'entreprise, finalement. Ça, c'est une donnée très, très importante. Le formatage, alors le terme n'est peut-être pas adapté, mais vraiment la construction, finalement, de la culture d'entreprise, aujourd'hui, encore une fois, c'est radicalement différent. Oui, je pense que c'est un facteur extrêmement important, parce qu'il permet en fait à la boucle de recrutement et d'engagement de s'auto-alimenter. On a beaucoup affronté au début de cette table ronde la différence entre le recrutement et l'opposition entre le recrutement et l'engagement. Mais en fait, bien recruter, c'est la première pierre pour bien engager. C'est-à-dire que si vous avez choisi la bonne personne qui correspond aux valeurs de l'entreprise, que vous avez été clair sur quelles sont les attentes sur le job, que vous êtes clair sur comment l'entreprise fonctionne, quelles sont les méthodes de travail, quelles sont les valeurs de l'entreprise, que tout cela est très articulé, très théorisé, stratégisé et que ça s'explique bien à un candidat et qu'on est capable, pendant un process de recrutement, de tester cela, de tester l'appétence et puis là, l'accroche qu'on va avoir avec un candidat, c'est vraiment le meilleur, enfin c'est mettre le pied à l'étrier de la bonne façon et de s'assurer en tout cas le meilleur départ possible pour un engagement long terme du salarié. Et si ensuite vous êtes capable d'engager vos salariés, il y a évidemment un effet de feedback loop où en fait vous allez avoir des employés très engagés qui vont aller chercher des amis à eux, des connaissances, des gens avec qui ils ont travaillé dans des expériences précédentes et qui vont les amener et qui comprenant la culture, sont également capables de l'intégrer et ensuite de l'expliquer et de faire votre marketing et votre danse du ventre, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc les deux sont assez s'auto-alimentent véritablement. Mais est-ce qu'on peut parler d'une révolution copernicienne finalement? Parce que là, ce que vous nous dites, c'est quand même un monde en changement, un monde en ébullition, un monde en évolution. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas de guide finalement pour le bon manager du 21e siècle et des suivants? Il faut s'adapter, il faut apprendre, il y a des formations, comment ça se passe pour les chefs d'entreprise, les directeurs financiers qui nous écoutent? Il n'y a pas de guide, oui et non, c'est-à-dire que si c'est un sujet qui intéresse, il y a beaucoup de littérature. Parce qu'il y a toujours des guides de management, il y en a toujours eu. Exactement, bon, c'est traditionnel. Et il existe quand même des schémas, je vais utiliser un mot anglais, mais des frameworks, enfin des cadres qui aident beaucoup. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de Daniel Pink sur les trois sources de la motivation et de l'engagement, qui sont autonomie, mastery et purpose. Je le dis en anglais, excusez-moi, mais et qui vraiment combinés permettent véritablement cet engagement. Et ça, le rôle du manager, c'est justement de poser ce cadre-là. Il n'est pas responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas tout la faute du manager, mais la responsabilité du manager, elle est de mettre justement le bon cadre pour ce développement-là. Donc non, c'est pas un monde en ébullition, mais il y a quand même des facteurs d'accélération. Le travail à distance en est un, par exemple. Manager une personne qui est à côté de moi au bureau ou manager quelqu'un qui est à 800 km par ordinateur et par écran interposé, c'est pas du tout la même chose. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose pour lequel beaucoup d'entreprises, et on en parle avec beaucoup de mes pairs dans d'autres scale-up françaises, là, on est vraiment, pour le coup, beaucoup plus démunis face à cette nouvelle donne du travail et cette dispersion géographique du travail. Alors, nouvelle donne de dispersion géographique du travail, le télétravail à distance, même les open space, etc. On pourrait en parler longtemps. Monsieur Thévenet, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de marché du travail à intégrer en fait dans cette problématique de recrutement et de rétention des talents? C'est surtout fonction du marché du travail, parce qu'on le sait, on l'entend quotidiennement, les entreprises voudraient bien embaucher, mais le peuvent pas. Le manager est obligé de s'adapter aussi, et le marché du travail, finalement, c'est une des données de la question, du problème. Si je peux vous répondre par une anecdote, il y a quelques années, j'étais directeur de mon école, de l'ESSEC, et je me souviens quand j'ai pris mes fonctions,
j'ai rencontré quelques-uns de nos recruteurs, j'essaie de vous faire l'histoire courte, qui m'ont dit en un mot, vos étudiants sont nuls. Bah oui, ils sont nuls parce qu'ils sont tous lisses comme des cachets d'aspirine, ils sont tous pareils, ils n'ont aucune originalité, aucune aspérité, rien du tout. Le même moule. Le même moule, etc. Donc j'avais fait des études sur le recrutement, j'avais rien vu de particulier. Et puis 3 ans après, j'ai rencontré exactement le même panel de recruteurs et qui m'a dit, eh bien, vos étudiants, ils sont nuls. Au moins, ils n'avaient pas changé de position. Mais c'était pas pour la même raison. C'était des espèces d'enfants gâtés, des divas, un peu côté sur rien, ils se croient tout permis, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas la population des étudiants qui avait changé, c'est la situation du marché qui avait changé. C'est-à-dire que les jeunes générations, et ça a été vrai de tout temps, hein, c'est pas un problème aujourd'hui, les jeunes générations ont une plus grande capacité que leurs aînés à surréagir à la situation du marché. Dès que le marché leur est pas favorable, ils deviennent lisses comme des cachets d'aspirine pour rentrer, et 60% des jeunes veulent être fonctionnaires. Et puis dès que quand la situation leur est pas favorable, et quand la situation est favorable aux salariés, eh bien à ce moment-là, ça devient des divas qui expriment leurs attentes, leurs soucis de bien-être, de tout ça. Donc ne négligeons pas cet aspect de marché. Je suis pas en train de vous dire qu'il explique tout, mais il y a cet effet structurant. Là, on vient de vivre 6-7 ans, si vous voulez, de périodes qui étaient très favorables, eh bien plutôt aux salariés qu'à l'employeur. Alors, moi maintenant, je peux me permettre de prévoir, puisque à mon âge, je ne serai plus là pour qu'on me dise que j'ai eu tort. Mais en tout cas, je ne serais pas étonné que ce soit très provisoire, cette situation-là. Vous reviendrez nous en parler quand même, je vous rassure, parce que ça bouge tellement vite qu'on aura besoin de conseils. C'est pas ce qu'on vous souhaite. C'est vrai, Henri, puisqu'on parle du marché du travail, il y a une autre dimension très importante aujourd'hui, c'est la diversité et l'inclusion. Là, c'est incontournable aujourd'hui dans les méthodes de recrutement et de fidélisation pour le coup. Ce sont d'autres enjeux. Oui, je pense que vous disiez que une des choses aussi qui a changé ou qui évolue dans le bon sens, c'est, je pense, les attentes de la part de la nouvelle génération sur ces aspects effectivement de diversité et d'inclusion et qui est un levier en fait d'engagement et de rétention assez fort, tout comme la culture d'entreprise et sur laquelle je pense toutes les entreprises ont bien compris l'importance de ces aspects-là. Nous l'avons également bien pris en compte chez Conto. Alors ça s'exprime de diverses façons. Ça peut être autour de la parité homme-femme, évidemment, à tous les niveaux dans l'entreprise. On est effectivement très bon exemple. Je peux vous dire que les équipes ont fait les meilleurs efforts, mais parfois c'est compliqué. Pardon. On a mis en place récemment également des groupes représentatifs de minorités au sein de l'entreprise pour montrer des parcours, montrer que c'est possible de réussir en venant de milieux sociaux différents, avec des orientations différentes. Évidemment, les initiatives d'impact environnemental sont également essentielles aujourd'hui pour les employés, pour pouvoir se projeter dans une organisation. C'est est-ce que cette organisation est en ligne avec mes valeurs? Donc tous ces sujets sont évidemment très clés, de plus en plus clés aujourd'hui pour pouvoir bien recruter et bien retenir. Maurice Thévenet, les problèmes d'inclusion, même question finalement, de diversité et de parité, of course, incontournables aujourd'hui. Oui. À chaque époque, il y a des modes comme ça, donc ou des points d'intérêt à avoir. Le mot mode, mais il y a quand même quelque chose qui est plus fondamental que ça. C'est-à-dire dont les questions de diversité et d'inclusion ne sont en quelque sorte que la manifestation plutôt que la cause. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question fondamentale du management. Et quand vous disiez est-ce qu'il y a une révolution copernicienne qui s'opère, moi, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est constant, qui est permanent, c'est que je ne peux pas être un manager si je n'ai pas l'attention aux personnes. Vous voyez ? Et c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que les questions de diversité doivent s'aborder sous cet angle-là, c'est-à-dire... Mais ce qui est terrible, c'est qu'on n'y ait pas pensé avant. Ce qui est terrible, c'est qu'avant, ce n'était pas du tout la donne. Mais on y a pensé depuis tout le temps. Moi, je l'enseigne depuis des décennies. Seulement, mes étudiants, ils préfèrent faire de la compta et de la finance plutôt que d'écouter mes cours. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Je vais vous poser la question à tous les deux. Quelle est la première décision? Alors, c'est la question à 1000 €. Quelle est, par rapport à ce que vous étudiez, par rapport à ce que vous observez dans l'entreprise,
la première décision que doit prendre ou la première réflexion que doit avoir le manager ou le directeur financier qui veut embaucher. On a vu, hein, là vous avez donné quand même pas mal de clés de lecture, la boîte à outils est bien fournie, mais s'il y avait une priorité dans tout cela, c'est quoi? C'est l'humain, bien sûr. En plus de quoi? Pardon, hein, je vous prends à froid. Alors, professeur Thévenet. Mais, si vous voulez, je crois que la première préoccupation, c'est de se dire... Je vais répondre autrement. Quelle est la principale injustice, la principale source d'inégalité professionnelle qu'on rencontre? La principale source d'inégalité professionnelle, c'est quelle est la qualité de mon premier patron ou de ma première patronne. C'est ça la principale source d'inégalité. C'est-à-dire ce qui va faire que vous allez vous développer, que vous allez avoir une carrière, que vous allez progresser. C'est la qualité. Alors là, c'est la loterie complète. Hein, mais c'est la qualité derrière. C'est ça la principale source d'inégalité. Pour moi, les autres sont secondaires par rapport à celle-là. Donc, la première préoccupation pour répondre à votre question, quand on recrute quelqu'un, c'est pas simplement je suis content de l'avoir recruté parce que ça correspond au profil que je cherchais, ça va me permettre d'améliorer mes scores et tout ça, mais c'est quelle est la personne qui va réellement pouvoir, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez manager, vous l'appelez mentor, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire la personne, souvenez-vous de ce que disait Talleyrand, méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la bonne. Et quelle est la personne qui va faire les premiers pas à quelqu'un qu'on a recruté? Moi, je pense que c'est ça le point clé. Bon, et ben voilà, on vous a entendu, on vous a écouté et entendu. C'est vrai, Henri, votre conseil? Moi, la question que je me pose à chaque fois que je recrute, pour partager mon expérience, c'est c'est une question toute bête, mais qui englobe plusieurs aspects, c'est est-ce que je projette cette personne chez Conto dans la durée? Et donc ça veut dire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord, est-ce qu'il y a en tout cas une adéquation entre la personne et le poste actuel que je cherche à recruter? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la personne et le reste de l'équipe? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la personne et les valeurs de Conto? Et est-ce qu'il y a un désir d'apprentissage et d'évolution de cette personne-là? Et j'englobe ces 4 éléments sous le chapeau de la question que je posais. Et en général, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Et ça m'aide à décider plus vite et à pas me faire des nœuds au cerveau sur le sujet. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je l'aborde en tout cas. Merci beaucoup pour vos témoignages. On peut vous applaudir parce que vraiment, il y a du fond. Merci infiniment. Merci beaucoup.